Salut à tous. Aujourd'hui, un sujet un peu différent. Donc on est fin octobre, vous voyez, il commence à faire un peu frais, il commence à faire même un peu froid. Et la permaculture, c'est aussi ça. C'est savoir utiliser toutes les ressources locales. C'est tenter de gagner en autonomie. Donc on n'est jamais autonome à 100%. Ce sont des petits pas que l'on fait, qui petit à petit nous approchent d'un objectif. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler en fait du bois. Bois de chauffage, du mode de chauffage, et comment couper son bois, comment installer son mode de chauffage à la maison. Parce que le bois pour moi est ce qui semble être le plus intéressant au niveau autonomie. Parce qu'on peut faire son bois soi-même. Et surtout qu'on fait ça depuis déjà très longtemps. C'est pour moi une chaleur qui est très intéressante à exploiter. C'est pas comme une chaleur électrique. Eh bien commençons donc ce chapitre par le mode de chauffage. Donc là vous voyez, moi j'ai opté pour un poêle, il n'y avait aucun système de chauffage dans la maison. Donc ça c'est un poêle en fonte qui restitue la chaleur absolument dans toutes les parties qui sont recouvertes de fonte, c'est-à-dire le dessus, on peut y faire chauffer de l'eau, etc. Par la porte avant, et les côtés sont simplement en tôle. Voilà, donc les côtés ça rayonne très peu de chaleur, c'est surtout au-dessus et par devant. Donc c'est quelque chose qui est très chaleureux parce que bon, ça enlève pas le côté, bien sûr, la petite flamme en hiver, très sympa. Mais c'est surtout que le poêle, il envoie beaucoup plus de chaleur qu'un foyer fermé. J'ai tenté d'installer une cheminée, bien sûr, et c'était pas ça, quoi. J'avais beaucoup de mal à chauffer la maison, qui en surface habitable fait environ 90-100 mètres carrés. Donc là, moi, le poêle, j'arrive à chauffer toute la maison. Donc c'est un poêle qui est pas si petit parce que je peux y rentrer des bûches de 55. J'avais commencé avec un poêle beaucoup plus petit, des bûches de 35. Mais là, ayant changé l'habitation, il a fallu changer le poêle. Alors c'est des poêles qui, neufs, valent quand même assez cher. Il faut compter pour cette marque-là, pour celui-ci. C'est un Supra, il faut compter peut-être entre 800 et 1200 euros. Mais le gros avantage, c'est qu'arrivé en automne, le Bon Coin est farci d'annonces pour des poêles. Donc il faut vraiment choisir en fonte. Il ne faut pas prendre les trucs en tôle, ça ne fonctionne pas. De toute façon, un poêle en fonte, ça pèse 80-120 kg. Il faut avoir des bras solides pour le déplacer. Et là, on sait que ça va emmagasiner la chaleur et la restituer. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur les poêles, parce qu'il y a plusieurs générations de poêles. Là, par exemple, quand vous voyez au-dessus qu'il y a cette plaque-là, vous voyez, eh ben, il fait un système à pyrolyse. C'est-à-dire qu'il réduit énormément sa source de pollution parce qu'il va rebrûler en fait les gaz. Tout ce qui est issu de la combustion primaire, en fait, ça va monter et puis ça va se rebrûler. Donc ça fait une combustion lente en plus. Bon là, ce poêle, il est sympa aussi parce qu'il est entièrement en fonte à l'intérieur, parce que je peux y mettre des bûches de 55-60 et parce qu'il est tout en fonte. Voilà. Donc je vends pas forcément cette marque, hein. Il peut y avoir d'autres marques, mais celui-ci étant pas mon premier dans la marque, je choisis ça. Après, il y a plein de sociétés qui fabriquent des poêles. La chose importante à savoir sur le poêle aussi, c'est que la vitre est très importante. C'est pas une vitre spécifique pour faire du vitrage. C'est une vitre qui tient la chaleur, qui tient les degrés. Je peux pas vous dire de tête, je me rappelle plus, mais il faut pas la casser, c'est quelque chose qui vaut cher. Au niveau de l'entretien, c'est tout simple. Vous voyez, le poêle il est noir là, mais je vais bientôt entamer la saison de chauffe. Donc du coup, un bon petit coup de cirage. Vous voyez, un cirage à chaussure comme ça, tac, noir. J'y passe un coup de chiffon. Et comme ça évite d'avoir, vu que depuis l'hiver dernier il est en arrêt, ces petites taches là, ces petites taches, c'est pas de la rouille, c'est piqué quoi. C'est légèrement piqué. Tous les poêles en fait en fonte, ils vont avoir tendance à piquer. Donc c'est pour ça qu'il faut l'entretenir de cette façon là. Donc voilà pour le poêle. Moi il m'arrive de faire chauffer de l'eau au-dessus. Bon, celui-ci n'est pas forcément un poêle où la plaque du dessus touche le corps du foyer, donc elle va pas monter très fort en température. Par contre, mon tout dernier poêle, sur le dessus, c'était directement une plaque. Et là, je faisais carrément bouillir de l'eau. Dans une grosse marmite, là, des marmites de 8 ou 10 litres, je ne me rappelle plus. L'eau, elle était en ébullition. Donc, je mets mon bois en dessous. Donc, s'il est un peu humide, il va sécher. Je mets mon bois sur les côtés, donc voilà. Je suis en rénovation ici. Donc, il n'y avait pas du tout de mode de chauffage. Il a fallu venir l'installer. Et d'ailleurs, même faire cette installation là. Donc pour le poêle, au dessus il faut juste mettre un tuyau en émail. Vous voyez, c'est un tuyau en émail tout simple, et au fur et à mesure qu'on monte, on va passer à travers un plancher. Donc vous voyez, moi chez moi c'est tout en bois. Alors là on va zoomer un peu sur cette partie là. Ce que vous voyez là en haut, c'est un poujola, c'est à dire que c'est un tube qui est doublé en laine de roche à l'intérieur. Donc l'avantage de ce tube, c'est que déjà, s'il y a le feu dans le poêle à cause d'un mauvais ramonage, par exemple, il ne peut pas foutre le feu à la maison. Le feu reste condensé dans le tube. Ensuite,
le tube va être pas forcément bouillant. Il va être entre 35 et 45 degrés selon l'utilisation du poêle. C'est-à-dire qu'on peut le toucher. Il va diffuser sa chaleur à l'étage. Ensuite, ce qui est sympa, c'est que j'ai un trou dans le plancher qui permet de faire monter également la chaleur dans les pièces du dessus. Donc là, ici, tout le bas va être chauffé par le poêle. Et forcément, la chaleur va monter automatiquement, crac. Elle va passer par la petite fenêtre là, par le petit trou de plancher. Et ça va se diffuser à l'étage. Donc vous voyez, il y a quand même une marge. Je suis à peu près à grosso modo à 6-8 cm là et 15 cm là. Parce que c'est du Peugeot là. S'il n'y avait pas le Peugeot là, que c'était le tube en inox, c'était complètement impossible parce que c'est trop chaud. Ça, c'est beaucoup trop chaud. Ça, on le touche, on se brûle quand il est en fonctionnement. Donc un tube Peugeot là, juste après le poêle, on est obligé de mettre les mailles. On ne peut pas mettre le Peugeot là juste au-dessus. C'est à partir du moment où on passe un plafond ou une cloison. Voilà, on met du Peugeot là. On va aller voir à l'étage comment ça donne. Pour passer à travers le plancher, un simple trou à la scie cloche avec une scie sauteuse pour faire une découpe comme celle-ci. Si vous voyez après la pose que vous avez que ça commence à noircir là, c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire qu'il y a trop de chaleur, c'est pas bon, hein. Vous voyez, moi il est en utilisation le poêle et il n'y a absolument pas de noir, ça noircit pas, le bois il noircit pas. Aussi pour pas avoir à rayer le poêle, pour pas avoir à tirer les casseroles, parce que moi je fais chauffer le thé, le café, etc. là, j'utilise une petite plaque en fonte que je rajoute par dessus, que je pose, l'attaque et puis voilà, c'est réglé. Donc voilà, on est sur l'étage. Vous voyez, c'est simple, il y a un collier comme ça. Le Peugeot là il se présente ainsi. Et bon, ben, hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'en haut. Là, vous voyez que j'ai encore une fois une cloison à passer. Donc là, le plafond. D'ailleurs, j'ai refait ma toiture il n'y a pas longtemps et je viens de remarquer que ma petite moulure s'est décrochée parce qu'on a tapé fort quand même. La plaque blanche que vous voyez, c'est du placo rose en fait, par feu, coupe-feu. Il y a encore un collier là, de l'autre côté. Et on continue de monter après dans les combles jusqu'à aller en toiture pour avoir la sortie, hein, l'espèce d'exutoire, le petit chapeau. On va aller voir ça aussi. Donc c'est tout simple, ça s'emboîte les uns dans les autres. Vous voyez, il n'y a pas besoin de trop se compliquer la vie. Moi j'ai fait bien attention à mettre quelque chose de bien doublé. J'ai pris vraiment, ici là c'est Isotype, c'est-à-dire je crois que c'est le concurrent de Peugeot là. Bon, ils font de très bonne qualité. C'est quelque chose qui va être durable dans le temps, qui est à l'intérieur c'est lisse, donc on peut faire des ramonages. C'est pas comme le tube inox qui est en accordéon. Comme j'ai expliqué aussi, ça évite que la maison puisse prendre feu avec un feu de conduit. Bon, c'est sûr que c'est chromé, c'est peut-être un peu salissant, mais ça peut être aussi cloisonné. Au départ, j'étais parti pour le cloisonner et mettre juste une petite bouchure pour faire sortir l'air chaud. Mais j'ai préféré faire ça parce que la chaleur se diffuse et il fait très bon à l'étage quand je l'utilise. Donc je fais attention, comme vous voyez, je suis tout en bois. C'est pareil pour la salle d'eau, je suis tout en bois. Et vraiment, là, je me suis dit, autant mettre un système qui va être rassurant pour foutre le feu à la maison. Surtout que c'était une auto-installation. Donc on va le voir après ensuite en haut, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe à partir de cette plaque. Donc jusque là c'est assez facile, vous l'avez vu. Donc nous voici dans les combles. Vous voyez, j'ai de la laine de roche projetée pour m'isoler. Et là vous voyez une plaque de laine de roche. Donc ça c'est ce qu'on met à partir du moment où on traverse le plafond pour aller sur la toiture. Comme ça on évite vraiment tous les contacts par point chaud. Il n'y a pas de bois autour. Ensuite le tube il continue de monter. Et il va jusqu'en toiture. Arrivé en toiture, en fait il y a un capuchon en haut qui va venir se mettre dessus pour étanchéité. Et tout autour il y a un cerclage je crois que la matière ça doit être de l'inox ou quelque chose comme ça, pour éviter les fuites. C'est un chapeau étanche, il ne peut pas y avoir de fuite à partir du moment où on l'a bien collé. On peut même mettre un petit coup de silicone pour vraiment faire l'étanchéité par le dessus. Enfin moi personnellement, il n'y a eu aucune fuite, j'ai aucun problème. Donc voilà, c'est pas plus difficile que ça. Il y a juste une petite découpe de tuile à faire. Mais après, comme il y a une moulure par dessus tout autour du tube qui vient rendre étanche, si elle n'est pas vraiment super jolie, c'est pas grave, parce qu'après on le voit pas. Je vais essayer de vous montrer le toit. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas ma grande échelle, j'ai que ma petite échelle. Je vais voir si je peux monter, il y a quand même une sacrée hauteur. On va voir ça. Par contre, par souci de sécurité, vous voyez, j'ai quand même mis des détecteurs dans toutes les pièces de la maison. Notamment là, si ça sonne au moins on l'entend. Mais il ne peut pas y avoir logiquement de départ incendie ici. Voilà. Vous voyez, c'est tout en bois. L'hiver, je peux vous garantir que le tube est à 15 ou 18 degrés ici dans les combles. En bas, il doit être au maximum, il doit être à 35-45 degrés au maximum selon comment je fais tirer le poêle. Donc là c'est quelque chose de vraiment simple, il suffit juste de découper, hop, je vais vous montrer ça, voilà, il suffit juste de découper
l'isolant, la plaque, vous voyez la plaque est découpée. Et puis on y fait passer son tube. Voilà, parce que bien sûr il faut pouvoir gagner en autonomie. Faire une installation complète, j'avais fait faire des devis par une entreprise. J'en étais pour plus de 1500 € juste pour faire passer le Peugeot-là. Le Peugeot-là en tout, vous voyez, une sacrée longueur. Hein. J'en suis pour environ 2000 € tout compris. Tous les Peugeot-là avec les raccords, avec la sortie de toit, etc. Je suis tranquille pour plus de peut-être 20 ans. Donc ça fait un petit investissement au départ, mais après je peux allumer la chaleur vive d'une flamme dans le poêle. Quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Parce que moi qui ai connu un peu le chauffage au gaz en ville et le chauffage électrique, franchement, c'est pas... Non seulement que c'est énergivore, c'est pas cool quoi. Le bois c'est totalement renouvelable. Et je vais vous montrer, on va aller voir ça. Voilà, vous avez vu donc l'installation du tube. Vous savez que le tube, celui-ci n'est vraiment pas cher, il s'achète dans n'importe quel magasin de bricolage. On en trouve aussi sur le Bon Coin. On peut très bien les acheter d'occasion, il n'y a pas de souci. On en trouve d'ailleurs des Peugeot-là ou des tuyaux comme ça, on en trouve en occasion sur le Bon Coin. Moi j'ai acheté neuf, le mètre linéaire je crois qu'il était aux alentours des 120 ou 140 €, je sais plus, j'ai un petit doute, je peux retrouver une facture. Il existe aussi des boisseaux là, coulissants. Voilà, vous voyez qu'il manque une finition, il manque une plaque pour venir fermer. Là j'ai mis juste un raccord, mais on peut mettre un boisseau coulissant de façon à, le jour du ramonage, ne pas avoir à installer ses cales. Moi j'ai installé ces cales pour pouvoir stocker du bois en dessous, tout simplement. Et j'enlève la cale, le poêle descend, j'ai accès au tube et je peux ramoner par en dessous. Ou alors par le toit et démonter l'intérieur du poêle parce que ça se démonte l'intérieur et enlever la suie. Maintenant au niveau du poêle, il y a un entretien à faire. Ça se trouve au niveau du joint. Vous voyez le joint là que j'ai changé, eh ben, de temps en temps il s'écrase un peu et on peut acheter un rouleau, ça coûte 10 € et on change simplement le joint. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc le poêle il va se mettre à tirer et tout va être aspiré dedans. Donc en fait ce qu'il faut c'est qu'il y ait une bonne aération de la pièce principale pour que l'air puisse rentrer. Un ramonage par un professionnel, ça coûte environ 60 à 80 € selon les régions. Il vous libère une facture et ainsi vous met à l'abri niveau assurance d'un départ de feu. Parce qu'il faut faire l'entretien du tube. Moi, je le fais moi-même, mais j'ai la chance d'avoir un ami qui est ramoneur, donc il vient le contrôler, il me fait un papier, il n'y a pas de souci. Quoi dire d'autre? Pour nettoyer la vitre quand elle devient vraiment sale, eh ben, il suffit simplement d'utiliser des cendres avec une éponge et de l'eau. Vous frottez les cendres avec une éponge ou même un papier journal, ça marche très bien avec un papier journal. On trempe le papier journal dans de l'eau, on le met dans la cendre et puis on frotte la vitre et puis tout s'en va. Ensuite, il faut entretenir une fois par an donc le poêle pour pas trop que ça pique et que ça rouille. On vérifie de temps en temps que le foyer est en bon état. Vous voyez, moi j'ai déjà commencé à jeter des matières là qui vont pouvoir prendre feu. Ce qui est important, c'est la grille de foyer. Vous voyez, la grille, elle ne doit pas être déformée. Si elle se déforme, ça veut dire qu'on fait tirer trop fort. L'étanchéité, s'il y a un tout petit peu de fumée qui sort, un chouïa de fumée qui sort au départ, c'est pas trop grave, parce qu'après quand il va être chaud, en fait, il va dilater, il va aspirer. Donc ça arrive parfois. Moi j'ai eu un poêle neuf qui avait tendance à rejeter un tout petit peu de fumée au départ, puis après ça se réglait tout de suite. Donc après il y a un tirant, on ouvre, vous voyez c'est poussiéreux, hein, il va falloir que je fasse l'entretien là. On ouvre pour le départ, c'est-à-dire qu'il y a un maximum d'air qui rentre, et quand on va se coucher, on ferme tout et le feu est ralenti. Donc moi j'ai un passage d'air qui passe par le dessus, même si en bas c'est fermé, l'air continue de rentrer, j'arrive à avoir une combustion lente du bois, pendant 10 heures j'ai la flamme à l'intérieur. Voilà, les bacs à cendres je récupère, je mets dans des sacs et je m'en sers au potager ensuite. Donc tout est renouvelé. Donc voilà pour le poêle. Le poêle en lui-même, on peut trouver des poêles similaires sur le Bon Coin, comme j'ai dit, entre 200 et 300 €. C'est quelque chose d'assez avantageux et qui est vraiment durable dans le temps. Allez, maintenant on va s'attaquer à la partie extérieure. On va aller voir un peu déjà les outils, les choses comme ça. Allez, on y va. Donc voici la fameuse sortie, vous voyez le tuyau. Et là vous voyez une bavette en dessous des tuiles. Vous voyez, il y a une petite découpe de tuiles, j'essaie de pas trop bouger. Il y a la bavette en dessous, le tube il sort. Sur la partie haute, on a mis un petit coup de silicone, là, vous voyez. Et l'eau ne peut plus rentrer. Voilà, c'est tout simple. Donc pour l'entretien, on peut très bien passer par le toit, enlever le capuchon et faire le ramonage par le dessus. Mais moi, la maison étant quand même à 10-12 mètres de haut, je préfère la faire par en bas. La coupe est effectuée avec une disqueuse et vient ensuite recouvrir le bord de la plaque. La plaque elle vient jusqu'à peu près à la moitié de la tuile suivante. Donc vous voyez, il ne peut pas y avoir d'infiltration d'eau. Donc le bois, on peut le faire soi-même.
Ou alors on peut se le faire livrer. Selon les régions, ça va varier de 35 à 55 euros la stère. Moi je passe à peu près 8 stères par an, voire même peut-être 10-12 selon les hivers qui vont être rudes. En général, on peut commander en essence de bois, soit du chêne qui va être la meilleure qualité. C'est le bois qui va être le plus durable et qui va fournir la chaleur la plus dense. Et alors on peut commander aussi du bois blanc ou du bois de fruitier. Ça coûte beaucoup moins cher. Pour ma part, je fais mon bois. Voilà, j'ai confié le travail de coupe à un outil, une tronçonneuse. Là, ici, c'est une cylindrée de 50 cm3 pour faire des coupes allant jusqu'à 40 cm avec un guide de 40 cm. Et j'ai commencé il y a très longtemps avec une tronçonneuse que j'avais achetée en low cost. J'avais payé ça 150 ou 200 balles. Elle m'a fait une saison et puis après poubelle. Et ensuite, j'ai pu essayer donc une tronçonneuse de la marque, c'est Stihl, vous voyez. Donc Stihl en neuf, c'est hors de prix, c'est parfois 800 euros, 1000 euros. Et ben en fait, sur le bon coin, des tronçonneuses comme celle-ci, qui sont pas si vieilles que ça, vous voyez, eh ben ça coûte 100 balles ou 150 balles. L'avantage de cette marque, c'est qu'elle est entièrement réparable, toutes les pièces sont vendues, on peut faire tout l'entretien soi-même, ça coûte vraiment pas cher. En général, on va entretenir l'embrayage, la cloche d'embrayage, les ressorts, les choses comme ça. Donc tous les 2 ans, il y a à peu près 10-15 euros de fourniture entre la bougie, le filtre air, etc. Et c'est très simple, il y a beaucoup de méthodes vidéo sur internet. Je peux moi-même présenter d'ailleurs comment je fais l'entretien. Et ensuite, la partie consommable, ça va être la chaîne. Donc pour la chaîne, vous voyez, il y a un guide de coupe et après il y a une chaîne. Et il faut l'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut l'aiguiser, l'affûter. Alors je l'affûte avec une lime à main qui est vendue au bon diamètre du maillon, là, de la maille. Il existe différentes tailles. Pour l'affûter, c'est très simple, hein. Il suffit simplement de venir nettoyer la gorge que vous voyez qui est chromée là, ici. Ici c'est affûté. Et quand la chaîne s'use, il faut descendre en fait le guide là. Là il y a un guide de hauteur. Il faut le descendre un peu. Il faut que quand vous coupez, ça fasse pas de la petite sciure, mais ça fasse des copeaux. Sinon la tronçonneuse va mouliner pour rien. Il faut savoir qu'avec une chaîne trop tendue, elle aura tendance à sauter. C'est-à-dire qu'elle va dérailler. En déraillant, elle va venir abîmer le guide. Et un guide, ça coûte beaucoup plus cher qu'une chaîne. Une chaîne, ça peut coûter une vingtaine d'euros. Bien que, je ne vous le cache pas, j'ai essayé sur internet des chaînes en low cost. Donc c'était vendu sur eBay. J'ai payé ça peut-être 5 euros. Et franchement, j'ai été vraiment surpris de la qualité. Parce que j'ai pu couper avec ma tronçonneuse une taille en dessous. J'ai pu couper une vingtaine de stères avant de la changer. J'étais vraiment étonné pour le prix. Et là, bon, c'est une chaîne qui vient de chez Stihl qui coûte 26 euros pour ce modèle de tronçonneuse. Il faut que la tension, en fait, quand on la prend, la chaîne, il faut qu'il y ait un tout petit jour en dessous là. Et là, c'est la bonne tension. Ensuite, bien sûr, il y a des vis de réglage. Mais je ne peux pas forcément vous expliquer ça parce que c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de tutos là-dessus. En gros, c'est une tronçonneuse qui tourne mal. En général, ça vient très souvent de ces deux vis de réglage qui sont là. Voilà, la tronçonneuse est chaude, elle est prête à couper du bois. Vous voyez, ça tourne rond. Ça monte tout de suite en régime. Allez, on va couper pour le bruit. Vous voyez, elle monte tout de suite en régime et elle n'a pas besoin de chauffer pendant des heures. Il faut mettre quelques petits coups, faire monter le moteur en température et après, il n'y a pas non plus de trous à l'accélération. Elle doit monter en régime tout de suite. Parce que si elle commence à présenter des trous à l'accélération et que vous commencez à couper du bois, ça peut devenir dangereux. Maintenant, moi j'utilise des bottes type forestière que j'ai payé 35 euros à gamme vert ou une chose comme ça. Parce qu'il arrive très souvent de se mettre un petit coup de lame sur les pieds quand on fait du bois par terre. Ensuite, vous avez ici une protection, c'est-à-dire que s'il y a une branche qui se prend, elle vient taper. Et en tapant, elle bloque simplement la chaîne pour éviter de se couper. Après, on peut acheter un équipement un peu plus complet avec des pantalons anti-coupure, etc. J'en ai un parce que je fais du bois dans les champs, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire pour le particulier qui va couper du bois dans son jardin. Alors vous allez me dire, une tronçonneuse comme ça, ouais c'est vieux, mais si ça pète. Eh bien, je vais vous dire un truc, une Stihl, à partir du moment où elle démarre et qu'elle est mise en route, ça veut dire qu'il y a eu de l'huile dedans. Donc peut-être il y a un petit défaut d'usure dans le temps, mais moi, toutes mes tronçonneuses, elles fonctionnent très bien. J'ai pas eu besoin de changer piston, cylindre, quoi que ce soit. Donc dedans, j'ai mis du 2,5% d'huile, avec de l'huile spéciale moteur de temps. Je mets de l'huile de filante de chaîne de tronçonneuse. Avant, j'utilisais de l'huile de vidange avec un tout petit peu d'essence, mais c'était pas tip top, ça usait un peu trop vite mes chaînes. Donc tant pis. Le bidon de 5 litres me coûte environ 12 euros et me fait toute la saison. J'utilise ces machines-là parce qu'elles sont beaucoup plus performantes que toutes les autres marques que j'ai pu utiliser. La marque concurrente de Stihl, ça sera Husqvarna. Husqvarna, il y a un petit peu plus d'entretien, ça coûte un peu plus cher, ça fonctionne un poil mieux. Mais déjà, avec une machine comme ça, je peux vous garantir que vous avez de quoi débiter. Il existe différentes tailles de tronçonneuses.
J'en ai plusieurs, j'en ai 3. J'en ai une petite qu'on va dire élagueuse à main pour pouvoir faire les petites branches. J'ai une petite tronçonneuse en 35 cm3 pour pouvoir faire tout le petit bois qui va être en diamètre de 20 à 35 cm. Et après pour faire de la coupe, j'utilise cette tronçonneuse là. Alors pourquoi je fais de la coupe? Parce que simplement je m'entends avec les paysans et avec les personnes qui ont des bouchures ou des choses à couper. Et donc du coup j'arrive à récupérer du bois gratuitement. En général je fais 1/3 pour eux, 2/3 pour moi. Et sinon j'ai de la coupe sur place avec la réduction des perches. C'est-à-dire c'est des bois morts qui sont sur pied, qui menacent de tomber. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je viens de me rendre compte que la lame n'est plus aussi affûtée que ça. Donc du coup j'ai une lime. Là c'est pour un usage quotidien. C'est-à-dire que quand je vais couper du bois, je prends ma lime avec moi. Et vous voyez que sur cette lime ici, il y a des indications. Vous voyez? Là. Allez, je vais vous montrer à quoi ça sert dans une seconde. En attendant, je vais vous montrer, il y a un autre appareil. Voilà, ça c'est la machine en fait. Celle-ci va reprendre carrément la cote d'usine. C'est-à-dire que je la mets dedans, donc je la fixe sur un poste de travail. Je la mets dedans, il y a une inclinaison à respecter. Quand j'abaisse en fait, il prendra toujours la même inclinaison, ce qui me fera un angle d'attaque pour mon débitage. Ça me fera des gros copeaux. Vous voyez, avec le plateau, ici j'ai juste à tirer là, je peux régler en fait l'inclinaison que je veux. Moi je travaille à 33 degrés, c'est ce qui donne les meilleurs résultats sur la machine que j'ai. Donc ça vaut à peu près une vingtaine d'euros, et un disque ça vaut là peut-être entre 5 et 10 euros, peut-être une trentaine d'euros la machine. La lime doit valoir à peu près 15 euros, 10-15 euros. Ça c'est ce qu'on se sert le plus fréquemment. Mais au bout d'un moment, on a le fil, vu qu'on le fait à la main, il n'est plus vraiment d'aplomb. Ça use très vite une chaîne. Avec ça on réduit vraiment fortement, on reprend vraiment une cote d'usine. Et du coup le maillon diminue. Alors qu'avec ça en fait on fait juste remettre un petit coup d'affûtage en fait. Voilà. Bon alors je suis dehors, il y a des bruits de chiens, c'est pas grave. Alors vous voyez, je vous ai montré un repère tout à l'heure, il y a marqué 30 degrés. C'est-à-dire qu'en fait il faut que je m'aligne sur le guide. Là voilà, hop, je suis aligné sur le guide. Et je vais venir, vous voyez le maillon qui est là, la gorge, je vais venir simplement récupérer la gorge et mettre un coup en étant bien aligné sur le guide. Et là je vais garder bien sûr une coupe à 30 degrés, ce qui est idéal. Je mets juste un petit coup comme ça à chacun des maillons et du coup je récupère l'affûtage de ma chaîne, ce qui va me permettre de débiter plus vite. Voilà à quoi on repère une perche. Tout est mort. Et ça, c'est du bois de chauffage qu'il faut que je fasse pour l'année. Ce bois est sec, il a l'avantage de pouvoir être consommé tout de suite. Alors qu'un bois vert que je vais couper dans l'année, ça peut arriver. Et notamment quand on fait des chênes, on fait des branches de chêne, eh ben, il va falloir attendre entre 2 et 4 ans selon séchage pour pouvoir les consommer. Sinon, ça va bistrer dans le poêle et ça peut foutre le feu. Hein. Il y aura trop de sève. Il faut vraiment que ce soit très très sec. Pour le faire sécher, il suffit simplement de le stocker quelque part, un endroit aéré, et il va sécher tout seul. On va aller voir où c'est que je fais sécher mon bois. Et vous voyez que déjà, il y a des perches comme ça. Dans un taillis, comme le mien, là j'ai à peu près 1,5 hectare, 2 hectares de taillis. J'arrive chaque année à trouver entre 3 et 6 terres sans aucun problème. Chaque année, bien sûr, le bois se renouvelle de lui-même. Il y a plein de choses qui poussent à l'intérieur. Si c'est quelque chose qui est un peu plus limité, il suffit simplement d'en planter un pour en récupérer un. Il suffit simplement de replanter. En fonction des essences qu'on va replanter, ça va pousser beaucoup plus vite que d'autres. On peut chauffer avec du bois blanc, qui en 5 ans aura déjà une belle taille, ou alors du chêne, mais là il faut compter entre 15 et 20 ans. Voilà, ça après, je ne vais pas faire un sujet vraiment bois, sinon la vidéo va être trop longue. Mais on peut être autonome en bois avec un petit morceau de bois qu'on entretiendra et qu'on va replanter chaque année. Donc ça, ce sont mes coupes de l'année dernière. Vous voyez qu'ils sont stockés en dessous d'un arbre, plus ou moins au sec, ça sèche tranquillement. Certains ont été débités, coupés en deux pour faciliter leur séchage, d'autres sont restés en billes. Et ça, c'est un bois que je vais pouvoir utiliser d'ici à peu près 2 ans. Quand vous le portez, il faut que le bois soit léger. On le sent tout de suite. Un bois qui est trop humide, il est plus foncé, puis il sent un petit peu la sève. On va éviter de brûler des bois de palettes ou des choses comme ça, chimiques, parce que bien sûr ça pollue l'environnement. Donc là, vous voyez, il y a à peu près une bonne dizaine, une bonne quinzaine de stères. Et comme je vous dis, ce bois, il a été coupé entre mars dernier et juillet de l'année dernière. Donc il faut qu'il se mette à sécher. Il va sécher vraiment tout seul, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous voyez, il y a un petit peu le soleil le matin, ça va tout seul. Donc il y a des petites branches, il y a toutes les essences, il y a un petit peu de chêne. Donc ça c'est pour le séchage. Pour le stockage, une fois qu'il est sec, il suffit simplement de mettre une bâche par-dessus, le stocker sur palette en extérieur ou alors dans une pièce aérée. Le bois ne va pas pouvoir se stocker comme ça pendant vitam aeternam, puisqu'après il va commencer à pourrir par en bas.
Et du coup, un bois qui est pourri, il chauffe pas. Certaines essences de bois auront tendance à crépiter et à faire des rejets de petits charbons ardents. Faites attention si vous avez des foyers ouverts à mettre une protection pour mettre le feu à la maison. Matériel nécessaire, une paire de gants pour gagner du grip en fait, pour pas se faire mal au doigt. Bien sûr un casque, même sur le bruit de la tronçonneuse, il est supportable, il vaut mieux avoir un casque anti-bruit. Et une paire de bottes coquées, comme j'ai dit, une botte forestière. Donc on va aller voir comment ça se passe pour tomber un arbre. Et puis après je vais vous montrer comment on fait pour débiter, qu'est-ce qu'on fait des branches. Bon voilà, c'est pas du gros hein. J'ai déjà fait jusqu'à 70-80 cm, vraiment des gros. Mais le principe sera le même. En fait il faut faire une encoche ici, en forme de triangle, pour pouvoir en fait diriger la chute du tronc qui est, là en l'occurrence c'est un tronc mort. Je vais vous montrer comment on procède. C'est pas la même technique que pour débiter. Là bien sûr je veux le tomber de façon à le tomber propre pour qu'il vienne se coucher à un certain endroit. Donc il va falloir que je vienne débiter à un endroit pour faire une encoche et de l'autre côté je viens couper droit pour que l'arbre tombe. A noter qu'il y a donc des petits picots là, qui servent à venir enclipser la tronçonneuse sur la partie de bois coupé pour avoir en fait du grip. Donc là on va tomber ces trois perches qui sont mortes et ensuite je vais vous montrer comment on fait pour débiter. On vérifie que le graissage de chaîne fonctionne bien en accélérant la tronçonneuse contre la partie de l'arbre. Regardez. Et là c'est gras, il y a un petit trait gras ici. Là. La chaîne est bien graissée, on y va. C'est un bois très sec, il a tendance à fumer. Ça. Voilà, j'ai donné une encoche pour diriger la chute. Maintenant on va le faire tomber. Donc au plus le bois est sec, au plus il est dur à couper. Jackie, il va tomber vers toi, attention. Donc il ne faut jamais couper droit pour éviter que le poids de l'arbre vienne bloquer la chaîne et le guide. Sinon c'est foutu. Donc là vous voyez la complexité, c'est qu'en fait il y en a trois. Je ne peux pas rentrer mon guide sans venir appuyer sur les autres. Donc je fais ce qu'on dit une coupe portée, c'est-à-dire que je porte la tronçonneuse sur moi. Encore un petit peu accroché. Il n'est pas tombé, je vais voir si je peux le guider moi-même à la main. Ça c'est un arbre qui va tourner à cause du branchage. Voilà, montre-le. Donc il est tombé exactement à l'endroit qui était prévu pour lui, bien qu'il penchait de l'autre côté. Maintenant on va tomber le deuxième. Ça va être aussi simple.
importé. Voilà, au même endroit. Le dernier. C'est un bois qui est vraiment très sec, hein. Ça galère à couper, hein. Surtout quand on fait des coupes en biais, ça a tendance à fumer. Il faut pas trop insister, il faut pas que le guide chauffe trop, ça abîme après. Et voilà. Maintenant je vais vous montrer comment on fait pour débiter. Si le tronc était par terre, j'en glisse un autre en dessous pour surélever, pour éviter que la chaîne touche le sol. Si elle touche le sol, c'est fini, il faudra affûter la chaîne. Bon voilà, maintenant que les arbres sont tombés, on va ébrancher. C'est-à-dire on va simplement débiter les branches, on va les enlever. Ça ira dans le broyeur pour faire comme ça du broyat que je mets dans le potager. Bon allez, on va aller voir comment on fait pour débiter les arbres maintenant. Pour débiter le tronc, c'est toujours pareil. Je me grippe et je fais coulisser en fait. Pour la longueur de coupe, je prends mon guide. Voilà. Donc ça c'est le repère sur lequel je vais couper. On a un morceau qui est débité et maintenant il nous faut le casser. Je vais en faire un deuxième pour l'exemple. Il est plus bas celui-là. Le principe hein, maintenant, donc je remets un petit coup de lime à la chaîne, vous voyez ça débite quand même beaucoup mieux. Alors on va prendre un morceau, on va prendre celui-ci. Donc là on va fendre le bois qu'on vient de débiter, parce que là il fait à peu près 20-22 cm. Donc il faut un support plat, un bio, pour pas se faire mal au dos. Comme ça. Et il faut un outil. Et l'outil, ça sera le merlin. C'est pas avec une hache qu'on fend le bois, c'est avec un merlin. Voilà. Je vous conseille cette marque Revex pour la simple et bonne raison que celui-ci, je l'ai pour... ça fait 4-5 ans que je l'ai. Pour la somme que j'ai investi, une trentaine d'euros, je l'ai largement amorti. Puisque les autres, à chaque fois, je casse le manche. Donc ça fait un poids de 2,5 kg. J'ai juste à affûter de temps en temps un peu la lame et ça va bien. Là, vous voyez, ici, si je viens taper là, j'ai de fortes chances en fait que la lame rebondisse parce qu'il y a plusieurs, il y a un plan là, et un plan sur le côté. Donc je vais venir la prendre ici. Et ici j'ai des chances qu'elle casse en deux en une fois. Voilà. Votre bois est ouvert en deux, de façon à rentrer dans le foyer. Et ainsi il va sécher facilement, rapidement. Et l'affaire est bonne. À vous les studios, il n'y a plus qu'à continuer.
Donc là il y a effectivement un nœud. Donc c'est quand il y a un nœud que le bois ne pète pas. En même temps il est tellement sec que les fibres en fait en séchant elles se resserrent. C'est là qu'on utilise un coin. Vous avez déjà tous vu ces genres de coins, on les met, on tape dessus avec un burin. Voilà. Bon là par expérience je sais que je vais l'avoir. Mais j'ai déjà cassé des très grosses sections de 40-50 comme on voit par terre là par exemple. Je les ai fait avec le simple merlin quoi. J'ai tendance à couper le bois quand il est vert. Et je trouve que c'est plus facile. Il y en a d'autres qui vous diront qu'il faut le casser quand il est sec, que la fibre s'est distendue. Mais moi je trouve que non. Voilà, alors. Regardez c'est quoi qui a retenu en fait. C'est ça. Ça c'est un nœud. Et ça vous empêche de l'éclater au premier coup. Là il est coupé en deux. Il est prêt à. De toute façon il est prêt à être brûlé. Pour la simple et bonne raison que c'était une perche très très sèche. Elle est morte depuis plus de 2 ans déjà. Donc le bois est sec. Ouais, on voit qu'il y a 1, on voit qu'il y a 2, on voit qu'il y a 3, on voit qu'il y a 4. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas cassé tout de suite. Sinon il aurait ouvert en une seule fois quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à continuer à débiter les poutres. Tout le bois de menuiserie, tout le bois des travaux. Donc il faut maintenant que je débite ces troncs. Les branches elles iront au broyeur. Et voilà comment on gagne en autonomie. En permaculture car j'utilise bien sûr les matériaux qui sont sur place. Je vais venir un peu plus tard pour rabattre les morceaux de souche restants. On va descendre un peu. Et puis voilà, c'est les travaux de l'hiver, c'est le bois, c'est tout. Il faut faire ça tout le temps, tous les ans. Bon, il y a encore des récoltes au potager. On essaie de transformer un maximum d'aliments. Bon, on en revient avec cette histoire de chêne. Vous voyez ici, toutes les portées sont bien chromées. Comme vous voyez. Donc il y a eu son coup de lime. Mais vous avez vu, elle patine un peu la chaîne. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, je suis obligé de mettre un coup de disqueuse. Comme ça, moi, je vais récupérer, vous voyez, l'angle d'attaque. Ça va être exactement le même sur tous les maillons. Et à ce moment-là, vous allez voir que je vais avoir un résultat qui sera bien meilleur. Donc là, j'ai pas trop le temps de le faire aujourd'hui. Je le ferai peut-être dans la semaine. Mais il faut penser aussi également, à fur et à mesure qu'on réduit avec la disqueuse ici, à réduire ici la hauteur de coupe. Parce que sinon, lui, il va être plus haut que lui et du coup, il n'y aura plus d'angle d'attaque. On va patiner dessus, on fera du petit copeau. Bon voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous souhaitez que je développe plus un passage ou un autre, il n'y a pas de problème. J'ai dû faire assez rapidement pour la simple et bonne raison que la vidéo elle aurait été trop longue. Mais bon, je coupe mon bois, ça fait maintenant 8 ans. Ça fait 8 ans que je me chauffe au bois. Et j'ai pas de soucis particuliers, ni avec la coupe, ni avec l'abattage, le séchage ou quoi que ce soit. Encore moins maintenant avec la façon de le brûler dans le poêle. Allez, bon courage à vous si vous faites le bois et à très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, ou voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuse plantation. Ciao, ciao.